Je vous le dis tout de suite, ce webinaire va être intéressant, instructif, riche et bénéfique pour vous. Vous pensez souvent que les pirates sont des génies. En tout cas, l'un de nos invités estime que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de génie chez les pirates informatiques ni chez les hackers. Vous en saurez bientôt pourquoi. À partir du moment où vous utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur, vous devenez une cible pour les pirates. Ce qui vous trahit, c'est l'outil que vous avez en main, qui peut présenter des opacités, des failles de sécurité, ou simplement une certaine négligence de votre part que les pirates vont exploiter contre vous, pour vous espionner, pour vous hacker ou voler vos données. En matière de sécurité numérique, la moindre erreur ne se pardonne pas. Elle peut vous coûter cher. Et pour les journalistes qui se retrouvent dans l'exercice de leur métier à gérer des flux importants de données sensibles et qui doivent se protéger et protéger leurs sources, une vulnérabilité dans leur outil de travail peut être fatale. Alors, comment s'en prémunir? Comment vous protéger contre les cyberattaques, les cyberharcèlements et les pirates? Bienvenue à notre webinaire sur la sécurité et la protection des données des journalistes. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Nous sommes un forum du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. Nous avons un vaste réseau mondial de plus de 177 000 journalistes dans le monde. Rien que pour l'année 2024, 24 000 journalistes ont participé à nos différents programmes. Que faisons-nous? Nous renforçons l'expertise des journalistes et les aidons à mieux travailler. Alors aujourd'hui, il s'agira de vous offrir des conseils, des astuces, partager avec vous les bonnes pratiques et les bons outils qui vous permettront d'assurer votre sécurité numérique. Et pour offrir ces conseils, nous avons le privilège immense d'accueillir deux invités exceptionnels. Ils sont très connus dans leur domaine, ils ne sont plus à présenter. Malheureusement, le second, Damien Bancal, n'est pas encore là, mais nous espérons vivement qu'il sera des nôtres au cours de cette session. Nous avons M. Erwan Kirodi. Il est cofondateur et PDG d'une société de cybersécurité, Cyber Angel, leader mondial dans la protection contre les risques numériques, les fuites de données et les menaces de cybersécurité pour les grandes sociétés internationales. Bonjour, Monsieur Kirodi. Bonjour, Monsieur Kirodi. Allô, vous êtes là? Je pense que Monsieur Kirodi doit avoir un souci de connexion Internet. J'essaie de lui envoyer un message tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Kirodi. C'est tellement un souci de connexion. Le second invité aussi n'est pas encore là, Monsieur Damien Bancal, qui est journaliste, lui. Il est également expert en cybercriminalité, cybersécurité depuis plus de 30 ans. En 2024, il a été sacré 9e influenceur cybersécurité en Europe. Il est le fondateur de Zatas.com et d'une société de veille qui s'appelle veillezatas.com. Il partage ses expériences dans des universités européennes et québécoises. Euh, Là, nous avons... OK, il est de retour. Nous espérons que la connexion nous sera favorable tout au long de cette session. Ah, on vous avait perdu un moment. Soyez les Désolé, c'est la bienvenus. beauté, on a été hacké. Euh, Je prie de m'excuser pour le petit glitch technique. Je vous demandais, avant que qu'on ait ce petit souci technique, comment vous allez? Ah, je vais bien, je vous remercie Nous vous beaucoup, hein. remercions aussi infiniment parce que vous avez fait savoir que vous êtes en déplacement, mais vous avez tenu quand même à participer à cette session. Merci pour l'honneur que vous nous faites et pour votre disponibilité encore une fois. Je vous remercie aussi, je suis très honoré de pouvoir participer à ce webinaire, sachant que la cause que vous défendez est quelque chose de très honorable. Les journalistes à travers le monde qui sont là pour faire leur travail et faire connaître la vérité et l'information ne le font pas toujours dans des conditions faciles, dans des environnements qui peuvent être parfois hostiles. Et en fait, ça résonne énormément avec nos activités qui justement protégeons les entreprises, mais éventuellement aussi les personnes, pour que en fait, l'utilisation des moyens numériques soit quelque chose qui permet de faire de l'innovation, de la croissance, partager la vérité et l'information, plutôt que pour que ce soit utilisé à des moyens néfastes. En tout cas, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui.
Comment protégez-vous les personnes et les entreprises, comme vous venez de le dire? Comment le faites-vous? Encore un souci technique, un souci de connexion Internet. C'est vrai, il vient de le dire, je pense que nous ne sommes pas hackés en tout cas, et que M. Kérodi va revenir tout à l'heure. Désolé, chers participants et participantes à ces sessions, pour ces soucis de connexion qui n'étaient pas du tout prévus et que nous sommes en train d'avoir. Nous espérons vivement le retour bientôt de M. Kérodi pour répondre à la question de savoir comment, avec son entreprise Cybelle Angèle, ils arrivent à sécuriser les données, à protéger les personnes, à protéger les entreprises et aussi à offrir une certaine sécurité à tous les utilisateurs. Alors, Ouais. il est de retour. Ouais, j'essaie de trouver une autre solution pour me connecter à un Internet qui soit un peu plus stable Ok. que là où je suis. Je suis désolé de ça. Voilà. Normalement, ça devrait s'améliorer dans quelques minutes. D'accord. Je pense qu'on peut continuer le temps que la connexion ne s'améliore. D'accord, pas de problème. Allons-y. Vous Je vous êtes, écoute. oui, vous êtes à la tête d'une société qui protège contre les risques numériques, les fuites de données, les menaces de cybersécurité pour les grandes sociétés internationales. Moi, la question que j'ai envie tout de suite de vous poser, c'est de savoir, est-ce que pendant tout ce temps, pendant tout le temps que vous faites ce travail, les pirates ne vous considèrent pas comme leurs ennemis? Ont-ils une fois essayé de vous pirater, vous-même, ou peut-être votre entreprise? La réponse est oui. Mais c'est de bonne guerre en fait. De tout temps en fait, il y a ceux qui protègent les infrastructures et les personnes, et d'autres qui cherchent à pirater. Voilà, donc il y a c'est un peu une guerre une course à l'armement, et le tout c'est de s'appliquer à soi-même les bonnes pratiques. Mais je suis suffisamment bien placé pour savoir que si des hackers ou des gens malveillants ont du temps et de l'argent, ils arriveront toujours à vous avoir. Savez-vous pourquoi ils font ça? Il y a plusieurs thématiques. Il y a une thématique qui est des gens qui font ça par exploit technique, en disant ben, je vais faire ça pour montrer à mes amis, à ma famille ou à mon groupe d'amis ou à des mouvements que je suis meilleur que les autres, techniquement. D'autres qui le font, on appelle ça les activistes, donc ça c'est le script qui disent. Les activistes avec un HACK sont des gens qui le font par idéologie. Il y a des gens qui sont plutôt des mafieux qui vont le faire pour une raison monétaire, d'argent. Et en fait, à la fin, vous avez aussi les États qui, eux, peuvent faire ça pour espionner, tout simplement. Alors, espionner ou manipuler, voilà, et dans le cas des journalistes, connaître les informations ou les sources de ces informations, par exemple. Comment estimez-vous que les journalistes peuvent se protéger contre les pirates? Alors, Je pense que ce il n'est y a pas le même niveau de protection que à celui de Sybelle Angèle. Ça dépend, vous savez. En fait, il faut connaître quand on parle de sécurité informatique, ça sert à rien de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Le plus important, c'est de connaître son ennemi. Ce qu'on appelle dans la théorie de la cybersécurité le threat model, c'est-à-dire qui vous veut du mal. Voilà. Si c'est votre voisin de palier, si c'est un vendeur de drogue, il va avoir des moyens moins développés et des compétences moins développées qu'un État. Donc, ce qui est intéressant avec les journalistes, c'est que les journalistes se rapprochent pas mal des espions. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour capter de l'information auprès de gens et de sources qu'ils veulent protéger, et ils évoluent parfois. Ces informations peuvent gêner parfois, et ils évoluent dans des pays ou dans des milieux qui peuvent être parfois compliqués, voire très clairement hostiles, voire, suivant les pays, dangereux pour leur vie. Euh, et donc, le profil, le threat model d'un journaliste est assez proche de celui d'un espion qui, en fait, doit faire exactement la même chose. Aller récupérer des informations, protéger ses sources, et il est dans un pays qui ne lui est pas, qui lui est pas favorable, quoi. Donc, comment se protéger?
il y a, il y a- il y a- il y a- il y a plusieurs méthodes, mais il faut avoir en tête que ce que je vais vous raconter là, c'est adapté à un journaliste qui est dans un milieu hostile, qui doit protéger ses sources et ses informations, et qui a un niveau de compétences techniques potentiellement faible. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'un espion, par exemple, qui va avoir des compétences techniques potentiellement très élevées. Donc, il y a l'importance, en fait, de protéger les sources et donc de protéger les données des journalistes passe par... faut comprendre la menace. Aujourd'hui, la menace d'un journaliste vient du fait qu'il va communiquer sur des moyens de communication probablement non sécurisés avec ses sources. C'est pas aujourd'hui, si je prends votre téléphone, je vais avoir beaucoup d'informations sur vous, vos contacts et autres. Donc, c'est l'importance de, si quelqu'un s'empare de votre téléphone ou arrive à avoir accès à votre téléphone ou à votre ordinateur, comment protéger ses sources. Donc, il faut avoir en tête que des logiciels comme WhatsApp, Telegram ne sont pas sécurisés. Ce sont des logiciels avec des clés qui sont détenues par des États. Euh, et donc, suivant qui est votre ennemi, vos communications peuvent être lues. Les SMS sont l'équivalent d'une carte postale. C'est-à-dire envoyer un SMS Encore un petit souci de connexion Internet. vous ne voudriez pas envoyant des cartes postales à votre interlocuteur parce que ça peut être lu par le postier. Voilà. C'est exactement la même chose avec les SMS. Donc, ayez en tête que le SMS, c'est le degré zéro de la sécurité. Vous m'entendez pas mieux? Allô? Non, c'est bon, on vous entend. Euh, vous êtes D'accord, très bien. vous- Donc, on en était sur... ouais. oui, allô, on en était sur les messageries. Vous disiez que c'est le degré zéro de la sécurité. Les SMS. Ensuite, certaines messageries, donc effectivement, vous avez WhatsApp ou Telegram, qui sont des messageries avec des clés qui sont détenues par des États. La Russie pour Telegram, WhatsApp, c'est les États-Unis. Vous avez des messageries qui sont extrêmement sécurisées, qui s'appellent Olvid, par exemple, OLVID, qui sont des messageries gratuites. Ils sont un peu plus compliqués à mettre en place parce qu'il faut s'échanger une clé avec votre interlocuteur, mais vos messages, même captés par d'autres personnes, ne pourront pas être lus parce que la clé aura été jetée. Donc, Olvid est une très bonne solution. Euh, euh, il y a d'autres solutions qui existent, mais celle-là fonctionne très bien et est utilisée par des gens très reconnus comme les forces de police en France ou aux États-Unis. Et pour le coup, c'est vraiment bien. En revanche, c'est pas parce que vous utilisez une messagerie sécurisée que votre téléphone est sécurisé. Et donc, il y a par exemple des entreprises qui s'appellent privées, qui s'appellent une qui est très connue, qui s'appelle NSO Group, qui vend à des États des solutions pour pirater, bugger, infecter les téléphones des opposants politiques, hein, ou de journalistes, ou de... Voilà, ça dépend quelle est votre volonté. Vous faites Mais il y a référence des... au logiciel Pegasus? Pegasus, exactement. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, et il y a d'autres sociétés que NSO Group, mais il faut avoir en tête que la logique derrière ces logiciels-là est d'infecter le logiciel du journaliste en question pour avoir accès aux informations. Donc, même s'il communique sur une messagerie sécurisée, si l'attaquant a accès au téléphone, ça ne résoudra pas le problème. Ils peuvent, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé dans certains pays compliqués. Ensuite, il y a donc plus vous avez une personne qui vous veut du mal, qui est sophistiquée, donc comme un État, plus il va pouvoir mettre en œuvre des moyens comme ça qui coûtent cher et qui sont compliqués. Euh,
Donc, les téléphones portables, c'est particulièrement important de les protéger. Donc, gardez-les à jour, en fait, des mises à jour régulières, utilisez des applications sécurisées, limitez les permissions accordées aux appareils. Ne cliquez pas sur des SMS qui vous semblent bizarres. Si vous avez, voilà, si vous pensez qu'il a pu potentiellement installer un CMS, a pu installer un logiciel bizarre, ben, posez-vous la question. Et sachant que NSO vend ce qu'on appelle des zéro-click vulnerability, qui en fait, vous n'avez même pas besoin de cliquer. S'il vous envoie quelque chose, potentiellement, on peut vous installer un malware à distance. Donc ça, faut connaître ce risque, mais déjà, voilà, utiliser une messagerie chiffrée, c'est ce qu'il y a de mieux. Pas faire n'importe quoi avec son téléphone, c'est aussi très important. Vous pouvez aussi utiliser des messageries mail sécurisées. Donc, bon, Olvid est une messagerie instantanée, mais vous avez Proton Mail, Proton Drive, qui sont des outils qui permettent de mails qui sont plutôt bien sécurisés. C'est des sociétés en Suisse. Normalement, ça ne fuite pas trop. Et Proton Mail pour le mail, Proton Drive pour le transfert de fichiers et l'hébergement de fichiers. Voilà. Ensuite, pour des, des journalistes qui seraient vraiment dans des milieux très hostiles, vous avez un système d'exploitation qui s'appelle Tails, T-A-I-L-S, qui est sur une clé USB et qui permet en fait donc il faut un peu passer une petite heure à l'installer par exemple et le tester. Mais effectivement, si vous avez cette clé USB sur laquelle vous allez installer un système d'exploitation avec une messagerie dessus, là tout est extrêmement bien sécurisé, verrouillé à l'intérieur même de la clé USB. Quand bien même quelqu'un utiliserait votre clé USB, ce sera difficile pour lui ou essayerait de l'ouvrir. Ça va être très difficile pour lui d'accéder à ce que vous avez dans Tails. Modulo, comme pareil pour le mail, comme pareil pour le téléphone ou le mail d'ailleurs, c'est votre mot de passe. Voilà. Si vous donnez votre mot de passe parce qu'on vous l'oblige ou parce que on vous l'a volé, et ben dans ce cas-là, ces personnes peuvent avoir accès au logiciel. Pour en revenir d'ailleurs au mot de passe, il y a des petits logiciels qui permettent de vérifier en fait le nombre de fois où vos emails et mots de passe ont été fuités. Il y a une société, c'est un service gratuit qui s'appelle Have I Been Pwned, PWNED, qui permet de vérifier combien de fois votre email et votre mot de passe a été fuité. Voilà, si votre email mot de passe a été fuité, dans ce cas-là, vous le changez parce que sinon, il y a les hackers vont pouvoir utiliser ou les attaquants vont pouvoir utiliser des systèmes de complétion automatique avec vos emails mots de passe pour voir si les mots de vos vieux mots de passe sont pas toujours utiles pour pouvoir rentrer dans vos systèmes. Activez le Two-Factor Authentication, le facteur d'authentification, je ne sais plus comment on dit en français, mais qui permettent effectivement, quand vous vous connectez à un email ou à votre email, par exemple, vous envoie un SMS ou vous fait utiliser un second logiciel d'authentification. C'est extrêmement utile. Voilà. En email d'authentification que vous pouvez utiliser, il y a Google Authenticator, il y en a d'autres comme ça. Ils font très bien l'affaire sous forme de logiciel. Si vous voulez aller encore plus loin, moi je l'ai sur moi, je crois. C'est une petite clé qu'on appelle une Yuba Key, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des petites clés USB sur lesquelles vous rentrez votre identifiant. Et en fait, quand vous allez vous connecter à votre ordinateur, à votre Gmail, par exemple, il va vous demander de rentrer également votre clé. Voilà, de la même manière que vous envoyez un SMS, bon, bah là, c'est la clé. Donc ça, c'est toutes des méthodes de double facteur d'authentification qui vous permettent de très fortement solidifier l'accès à vos données et à votre mot de passe. En fait, utiliser un mot de passe aujourd'hui est assez naïf. Il faut utiliser un mot de passe plus un double facteur d'authentification. La première chose que le hacker va essayer d'avoir, c'est votre mail. Mais il va essayer aussi de vous... parce qu'en fait, s'il a accès à votre mail, il a accès au reset de mot de passe qui va envoyer un reset de mot de passe sur votre mail. Donc, votre mail est à ce jour le truc le plus important à sécuriser. Maintenant, vos réseaux sociaux le sont tout autant parce qu'il y a des messageries incluses dans les réseaux sociaux. Et donc, je vous conseille très fortement d'activer le Two-Factor Authentication dans tous vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, X, Facebook, enfin, ce que vous voulez, quoi. Voilà.
Je Attends, crois, j'ai un truc qui me revient également sur votre ordinateur. Les ordinateurs que vous allez utiliser, activez systématiquement le chiffrement de votre disque dur et le mot de passe. Accéder à votre ordinateur sous forme de mot de passe. comment ça Pourquoi? se Parce fait? que bah, alors, sur les Mac, c'est par défaut. Ça s'appelle Volt. Sur les Windows, je ne sais plus si c'est par défaut ou pas, mais dès que vous configurez votre ordinateur la première fois, ça va chiffrer votre disque dur. Ce qui fait que si vous perdez votre ordinateur et quelqu'un a accès à votre ordinateur, il va essayer de lire votre disque dur et il ne pourra pas. Enfin, tout sera chiffré. Ça, c'est extrêmement important au cas où vous faites voler votre ordinateur ou vous le perdez. Je crois avoir suivi ou avoir lu un article dans lequel, c'est nouveau, hein, j'apprends que l'authentification à deux facteurs n'est plus suffisante. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Non, enfin, c'est des actes, alors ouais, non, enfin, sur des méthodes très pointues. Il y a des méthodes pour voler le deuxième facteur d'authentification. C'est-à-dire, ils Mais disent en fait que les hackers arrivent à détourner le code qui est envoyé par SMS sur votre téléphone portable. ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Aujourd'hui, enfin, dans 99% des cas, même sur des journalistes, ça va être difficile. Voilà. Vous augmentez très fortement le niveau de solidité de votre sécurité. C'est surtout ceux qui vendent des nouvelles méthodes d'identification qui font propager ces rumeurs comme quoi le two-factor authentification ne marche plus. Mais en vrai, aujourd'hui, ça fonctionne quand même très bien. C'est un peu sensationnaliste, je dirais. Est-ce que tous les journalistes devraient avoir des VPN sur leur ordinateur? Ah, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, Tails, que je vous ai expliqué, qui est en fait un système d'exploitation. Donc, c'est un ordinateur qui est gratuit, hein, mais pas par lui-même, intègre des VPN par défaut. Si vous utilisez votre ordinateur à vous, soit vous allez sur Internet avec votre navigateur Internet, et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un VPN, surtout si vous vous connectez d'une connexion Wi-Fi qui n'est pas sécurisée. Exemple, un aéroport ou n'importe quoi. Dans ce cas-là, le VPN peut aider. Il y a une autre solution qui marche, qui est encore plus puissante, qui est utiliser un navigateur qui s'appelle Tor, T-O-R, Tor Browser, qui vous permet de naviguer sur Internet de façon complètement anonyme. En vrai, aujourd'hui, des États qui sont capables de désanonymiser Tor, même en captant du flux et tout ça, c'est à peu près le FBI, mais c'est quand même très compliqué de désanonymiser Tor. Donc, soit vous utilisez Tails, qui est le système le plus absolu en termes de sécurité. Alors, c'est pas la sécurité absolue, mais c'est le plus optimal, on va dire. Mais c'est pas Soit gratuit, non? Non, Tails, c'est complètement gratuit. Tails, voilà. Alors après, c'est pas super simple, enfin, c'est pas très agréable d'utilisation, mais c'est complètement gratuit et c'est extrêmement solide. Ensuite, si vous voulez utiliser votre ordinateur, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faudra utiliser Tor comme browser, comme navigateur Internet, ou alors, si vous voulez utiliser votre navigateur Internet standard, utilisez un VPN. Voilà. Qu'est-ce qu'il Faites faut faire en attention. cas de... Faites attention quand vous téléchargez des applications, parce que j'étais en train de réfléchir à des applications de VPN que vous pouvez. Faites attention quand vous cherchez des VPN ou d'autres logiciels comme ChatGPT par exemple, beaucoup de fausses applications qui sont là pour vous installer des virus. Donc faites très attention quand vous installez un logiciel ou sur votre téléphone ou votre ordinateur, de bien vérifier que vous téléchargez quelque chose de légitime. Parce qu'il y a une des méthodes qui consiste à vous faire pousser un logiciel que vous cherchez, qui va en fait vous installer un virus, un cheval de Troie qui permettra d'accéder à votre ordinateur, votre téléphone. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça qui permettent, qui peuvent vous donner comme des avant-gardes, qui peuvent permettre aux journalistes de savoir tout de suite que l'application qu'ils sont en train de télécharger n'est pas peut-être la meilleure? Qu'est-ce qu'il faut vérifier, voir un peu si le développeur a un site internet? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça, en tout cas pour... Ouais, c'est une très bonne question. Ce que je conseille,
c'est quand vous allez sur l'Apple Store, par exemple, de regarder le nom de la société qui fait. Par exemple, faites l'exercice là. Vous allez sur Apple Store ou sur le Android Store et vous tapez ChatGPT. Les premières applications ne vont pas être très probables qu'on va vous proposer, ne sera probablement s'appelleront ChatGPT, mais ne sera pas la société OpenAI. Donc ça, il faut regarder le nom de la société et le mieux, en fait, c'est d'aller effectivement sur le site internet cible, par exemple le site internet OpenAI ChatGPT, qui vous propose de télécharger de leur site, et donc vérifiez bien que c'est leur site en regardant l'URL, que vous téléchargez la bonne application. Pareil, quand vous recevez des mails, faites bien attention aux personnes qui vous écrivent, parce que voilà, la méthode de phishing est une méthode qui est extrêmement standard. On se fait passer pour OpenAI, on se fait passer pour d'autres sociétés, et on vous demande d'installer un logiciel ou de mettre à jour vos mots de passe, et vous allez vous faire avoir. Et là, c'est de l'art hein, maintenant, il faut arriver à détecter ce qu'il y a dans la page, dans le mail. Mais la bonne technique, c'est de regarder les liens. En général, l'email de la personne qui vous a envoyé ça, c'est pas forcément toujours suffisant. Et également, il va vous renvoyer sur une page web et de regarder l'URL de la page web complet pour voir si c'est pas, si ça vous semble pas un truc suspicieux. Vous avez certainement suivi l'actualité actuellement avec le rédacteur en chef des Atlantiques aux États-Unis. Le fondateur de Signal, il s'est amusé en disant euh, il y a beaucoup de bonnes raisons d'être sur Signal. L'une d'entre elles est désormais la possibilité pour vous de voir le vice-président des États-Unis vous inclure au hasard dans une discussion de groupe. À quel point Signal est une application de sécurité pour les journalistes? Est-ce que c'est une application que vous recommandez aussi aux confrères d'utiliser fréquemment? Signal est une application sécurisée, mais il y a un annuaire et il y a une clé qui est détenue par des États. Donc, je Même pour Signal, il y a une recommanderais clé qui est détenue par les États. Ça, je ne exactement savais pas. par un État. Ouais. Oui, oui, ça a été documenté. Donc, Olvid, aujourd'hui, est la solution la plus ultime parce qu'il n'y a pas de clé. La clé a été oubliée. Olvidar en espagnol veut dire oublier. En fait, le principe, c'est que deux personnes vont se mettre en connexion et ensuite la clé va être oubliée dès que la connexion a été faite et vous pouvez faire des groupes avec d'autres personnes et d'autres. Voilà, donc il y a Olvid. Signal est une bonne solution. Olvid est mieux. Et tout est gratuit. Comment vous l'écrivez? O-V ou L? Oui, Olvid. tout simplement. Olvid.io, le site. Et je sais que le président français, puisqu'il l'a dit, est sur Olvid, communique avec ses conseillers sur Olvid. Je sais que les Navy SEALs aux États-Unis sont sur Olvid. Je sais que le RAID en France est sur Olvid. C'est aujourd'hui la messagerie la plus puissante, voilà, en termes de confidentialité au monde. Je crois, vous me direz si c'est faux. J'ai une impression comme quoi les hackers fréquentent beaucoup Telegram. C'est intéressant, mais nous avons encore un petit souci de connexion Internet. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas hackés, on n'est pas suivi par des hackers, c'est juste un petit souci de connexion Internet. D'accord. Désolé, je suis confus pour ces glitches d'Internet, quoi. Je posais la question de savoir, est-ce que c'est vrai, vous confirmez, avez-vous le sentiment comme quoi les hackers aussi surfent beaucoup, utilisent beaucoup Telegram? Oui, oui, alors c'est une très bonne question. Donc nous, moi j'ai une société notamment qui s'appelle euh, Cybelle Angel, qui fait notamment de la surveillance d'Internet, du dark web, enfin surveillance d'Internet, hein, donc qu'on soit bien clair. On va analyser les forums de hackers pour trouver des messages qui sont malveillants envers nos clients. On va sécuriser nos clients contre les fuites de données. Voilà. Et effectivement, on est bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, Telegram ou Tor, donc Tor est encore une fois, c'est un Internet un peu parallèle qui est très sécurisé avec des points Tor, donc des pages Internet, avec des forums Internet. Donc vous pouvez aller sur Tor ou vous pouvez aller sur Telegram et si vous allez pouvoir acheter plein de trucs.
de la drogue, des armes, des informations volées. Vous allez pouvoir contacter des personnes qui sont, voilà, qui sont pas très recommandables. Donc oui, aujourd'hui, on a un peu... en fait, si on doit prendre un parallèle, hein, c'est quand on me dit que la cybersécurité, c'est compliqué, ça me fait toujours rigoler. Vous prenez la vraie vie. Et dans la vraie vie, dans la rue, vous avez des vendeurs de drogue, vous avez des vendeurs d'armes, vous avez des mafieux, vous avez des gens qui vont, des voleurs. Et en fait, sur Internet, vous allez retrouver exactement la même chose. Et ils vont pas être dans la rue en bas de chez vous, mais ils vont être sur Telegram, par exemple, pour vendre des armes ou de la drogue. Ouais. Je pose la question parce que ça m'est aussi arrivé une fois de télécharger un livre gratuitement sur Telegram. Je pense que la plupart des confrères le font parfois. On a des livres qui existent comme ça et qui nous arrive de télécharger ou peut-être un confrère qui vous l'envoie. Mais est-ce qu'on devrait éviter cela? En fait, ces livres, je sais pas, il y a des forums comme ça sur Telegram, vous avez la possibilité de télécharger autant de livres. Et il y a des groupes WhatsApp, même des confrères vous envoient des livres intéressants sur notre métier qu'on télécharge. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, si je puis me permettre, et je vais faire une petite blague, euh, euh, les sites de téléchargement de livres sont probablement moins dangereux que les sites de porno. Voilà. Je vous mets en garde parce qu'en fait, il y a plein de sites de téléchargement illégal, notamment, je rigolais sur le porno, mais c'est la vérité, des sites aussi de téléchargement de films piratés, vont avoir une fâcheuse tendance à essayer de vous implanter des malwares pour ensuite. Il y a toute une industrie des hackers qui vont vous implanter des malwares. On appelle ça des cryptolockers. Non, pas les crypto, excusez-moi, j'ai un trou, je devrais le savoir par cœur, mais désolé. Qui vont vous implanter des malwares dans votre ordinateur en masse, donc des millions de personnes, pour aller pomper et récolter vos données en temps réel pour les exfiltrer et les envoyer à des serveurs de command and control pour ensuite automatiquement les revendre sur Telegram à la découpe. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, vous cherchez l'entreprise Toto, vous voulez pénétrer l'entreprise Toto, vous pouvez aller faire une demande sur un forum Telegram. Je veux tous les identifiants, login, mot de passe, Toto les plus récents. Ça va faire une demande sur les serveurs et vous proposer à l'origine implanté par des fausses applications Android ou par des malwares qui ont été poussés sur le piratage de films ou éventuellement peut-être des sites de piratage de PDF. Voilà. Nous avons sur Facebook, chers confrères et chers consoeurs qui participaient à ce webinaire ou chers collègues qui nous suivaient directement dans notre groupe privé sur Facebook, le forum de l'UCFG. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou pour vous qui nous suivez sur Zoom directement dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. J'ai ici une question du journaliste Ismaël sur Facebook qui demande, est-ce que Proton VPN est efficace? Le VPN est efficace sur des piratages de captation de flux d'informations quand un État, par exemple, vous surveille et va récupérer votre connexion Internet quand vous êtes dans un aéroport. Voilà. Dans ce cas-là, le VPN va faire un tunnel qui est censé protéger les requêtes que vous faites sur votre ordinateur. Et donc, un État, s'il capte ce type d'information, devrait ne pas voir le trafic ou récupérer un trafic chiffré et donc avoir du mal. Maintenant, si vous attaquez à des États qui sont sophistiqués, il y a certains outils qui permettent, pour certains États, de déchiffrer ces flux d'informations malgré tout. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en termes de gradation, Internet, le SMS, c'est une carte postale. Euh, aller sur Internet normal, vous avez une communication qui n'est pas chiffrée, enfin, qui peut ne pas être chiffrée ou captée et déchiffrée. Si vous allez avec un VPN, c'est mieux. Si vous allez sur Tor, c'est encore mieux. Et si vous allez sur Tail, c'est encore mieux. Voilà. Et Kaspersky? Et le logiciel Kaspersky, je pense qu'il y avait aux États-Unis une interdiction de l'utiliser à cause voilà, de cette bataille avec les Russes. Mais est-ce que c'est un outil aussi formidable pour les journalistes de l'avoir sur leur ordinateur?
Vous pourriez répéter la question? Quel outil? Ça a coupé. Le Kaspersky. L'antivirus, le fameux antivirus utilisé par la plupart, en tout cas, des confrères que je connais, ils ont tous Kaspersky sur leur ordinateur. Vous pourriez répéter le nom de l'outil, s'il vous plaît? Oui, Kaspersky. Ah, Kaspersky, c'est des Oui, antivirus. Kaspersky. C'est des antivirus. C'est interdit en. Alors, un antivirus va tout lire sur votre ordinateur. Et donc, ça va être très intrusif. Si vous avez confiance dans l'antivirus, dans la société. D'ailleurs, il y a des faux antivirus qui vont vous pomper de l'information. Mais Wow. Kaspersky, c'est une vraie société, comme McAfee, comme il y a plein d'autres antivirus. Voilà. Et merci. Et Kaspersky étant détenu par la Russie, les Américains ont interdit Kaspersky aux Oui. États-Unis. Ouais. Encore une fois, qui est votre ennemi? Si votre ennemi est potentiellement la Russie, et attention, un ami peut aussi être un ennemi, c'est-à-dire se faire passer pour un ami, mais en fait derrière, il va essayer de vous voler des informations. Ben ouais, dans ce cas-là, faut se méfier de Kaspersky. Moi, personnellement, je ne recommanderais pas Kaspersky. Ok. Nous avons des questions dans la boîte de chat. La première, c'est de René. Comment peut-on connaître du genre qu'on est sous surveillance? Par exemple, dans un aéroport ou en public, est-ce possible sans connexion Internet? Comment savoir en fait qu'on est surveillé? Alors regardez, et Magie magie d'Internet. d'Internet. Hop, Je suis euh, euh, Live Webinar. Je crois que j'ai réussi à avoir Internet finalement. Donc, c'est super. Donc, ce que je vous. Comment on peut être surveillé? C'est une excellente question. Et c'est tout l'objectif des espions. Contrairement aux gens, aux hackers, par exemple, qui vont vouloir tout casser, l'espion veut pas se faire voir. Et donc, il va tout faire pour être le plus discret possible. Et donc, c'est extrêmement difficile en vrai de voir si quelqu'un vous espionne. Euh, Vous allez avoir si ils ont installé des malwares qui sont mal faits, le malware va pomper beaucoup de CPU, d'informations de votre ordinateur. Donc, soit vous allez avoir des flux d'informations sortants très élevés, mais c'est difficile à monitorer. Il faudra avoir un modem, enfin, un routeur qui vérifie ça. Soit votre ordinateur va avoir des performances qui peuvent baisser, soit vous pouvez avoir des attitudes de votre ordinateur qui est un peu bizarre. Il se met à faire des activités qui n'étaient pas prévues. Mais en vrai, c'est extrêmement difficile. Donc, je vous conseille de mettre très régulièrement à jour votre ordinateur euh, parce que les mises à jour de sécurité, justement, va bloquer et détecter ce type d'informations. Dans Mac, par exemple, par défaut, vous avez un firewall qui est automatiquement activé. Donc, si vous n'en avez pas, il faut l'activer, le firewall. Et vous avez le chiffrement également de votre disque dur. Voilà, je pensais à autre chose, mais je l'ai oublié, qui pourrait donner une information si vous êtes surveillé. Je ne sais plus si vous avez des pop-up qui apparaissent ou des choses comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est très difficile de détecter si on est piraté. Si c'était facile, il n'y aurait plus de métier pour des entreprises de cybersécurité. La question du journal. Est-ce que vous m'entendez?
Vous pouviez l'écrire sur le chat, parce que je crois que notre hôte a disparu. On s'entend. Parfait. Donc, en fait, c'est l'hôte qui a disparu. Donc, je suis tout seul dans ce webinaire. Donc, je vais continuer et prendre les questions que je vois dans le chat Zoom. Est-ce que les membres d'un groupe de discussion chiffré de bout en bout sur WhatsApp peuvent facilement être détectés? Alors, et il a une deuxième question. Chaque fois que j'écris dans un forum sur WhatsApp et à certains contacts, on me dit que la discussion est chiffrée de bout en bout. Oui, la discussion est chiffrée de bout en bout dans WhatsApp. Encore une fois, les clés de ce chiffrement sont détenues euh, par des États. Et donc, potentiellement, on peut lire il peut être, ça peut être déchiffré. Voilà. Ah oui, très bon point de Moursalou, pardon, qui nous dit est-il bon d'utiliser un gestionnaire de mots de passe? La réponse est oui, oui, et 1000 fois oui. Il faut à tout prix utiliser un gestionnaire de mots de passe. Moi, personnellement, il y en avait deux qui fonctionnent bien, c'est OnePassword et Dashlane. Vous avez celui qui est intégré à Safari pour Apple et à Chrome pour Google. Il faut les utiliser. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai l'impression d'être un YouTuber. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat Zoom. Ça me permettra de répondre à vos questions. Donc, oui, les mots de passe doivent être stockés dans un gestionnaire de mots de passe et faites très attention à la clé de votre gestionnaire de mots de passe. Et deuxième chose, il y a un backup de sécurité au cas où vous perdiez cette clé, ce mot de passe pour votre gestionnaire de mots de passe. Faites attention à bien protéger ce backup, vous permettant de avoir accès à votre gestionnaire de mots de passe. Protégez-le bien, parce que c'est la clé à tous vos mots de passe. Voilà. Est-il conseillé d'enregistrer ce mot de passe sur le gestionnaire Google, par exemple? C'est mieux que rien, mais si comme je vous l'ai dit, les gens sont sur Gmail, en général sur email, la première chose qu'un attaquant va essayer de faire, c'est d'avoir accès à votre email. Euh, Parce qu'il a accès à tous vos emails pour resetter vos mots de passe, mais aussi parce qu'il y a un gestionnaire de mots de passe et pouvoir accéder à pas mal de mots de passe. Donc, je vous conseillerais, enfin, la réponse est oui, mais ça augmente encore plus l'importance de bien protéger son mot de passe Google. Voilà. Et pour les journalistes, vous avez une fonction qui s'appelle personne sensible ou personne exposée dans Google et sur iPhone, pareil sur Android et sur iPhone, qui applique des niveaux de sécurité supplémentaires pour votre email et votre suite Google. Il faut l'activer si vous êtes dans des pays à risque. Voilà. Parce que ça va augmenter le niveau de sécurité. Il y a aussi cette fonction sur les mobiles. Si un jour vous êtes, par exemple, arrêté par la police, ce qui permet En fait, si vous mettez votre téléphone en veille, c'est très peu sécurisé. Quelqu'un peut le réouvrir. Par contre, s'il est complètement éteint, c'est beaucoup plus difficile de réaccéder au téléphone. Et l'homme, je me suis permis de faire le YouTuber et de répondre aux questions sur le Zoom. Les gens posent des questions sur le Zoom. Et donc, ça vous permet d'activer si vous êtes un jour pris par l'immigration ou la police, permet complètement le téléphone, va réenchiffrer complètement le téléphone. Et donc, si quelqu'un veut vous le voler, vous le lire, ça va être un peu plus compliqué pour lui d'y accéder, mais donc éteindre complètement son téléphone quand vous passez par exemple la douane ou l'immigration ou que vous rentrez dans des lieux un peu sensibles ou à risque, c'est une bonne méthode. Connaissant tous les espions sont discrets, font semblant d'être Désolé, j'ai non. eu un problème de... J'ai eu aussi le même souci de connexion Internet et d'électricité à la fois. Du coup, maintenant, tout est rétabli, c'est bon. Je suis désolé. Je vous en prie. Est-ce bon? Alors, il y a un truc qui est intéressant. Je lis ça parce que je lis est-ce bon de gérer son mot de passe grâce à une autre adresse email? Est-ce sécurisant?
Oui et non, mais ça va vous faire de la complexité. Le risque, c'est que vous n'utilisiez plus votre mot de passe, votre gestionnaire de mot de passe parce que il est sur un autre compte et que c'est un peu compliqué à ouvrir et que vous mettiez à mettre vos mots de passe un peu partout. Ce qui a un problème, c'est que mettre de la sécurité, c'est bien, mais ça crée de la complexité. Et il y a un moment, il faut que vous puissiez l'utiliser au quotidien. Donc, je vous conseillerais d'utiliser votre adresse standard. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur des sites internet, quand vous faites des recherches documentaires ou autres, je vous conseille d'utiliser un compte mail pourri enfin, soit jetable, soit un truc que vous gardez, mais que vous gardez que pour des choses un peu à risque, ce qui vous permet de segmenter votre compte mail principal d'un compte mail un peu pourri, quoi. Pourquoi Olvid est spécialement utilisé par une personnalité? Il n'est pas spécialement utilisé par une personnalité. Enfin, il est utilisé par des personnalités comme le président de la République, la française, qui l'a dit. Encore une fois, les personnes qui sont sensibles à tout ce qui est sécurité, donc les Navy Seals américains, ou certains membres de forces de l'ordre français, parce que c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus sécurisé, quoi. Donc les personnes qui sont sensibles, qui ont un threat model un peu élevé, c'est-à-dire qu'on des gens qui les espionnent, parce qu'on peut penser qu'un président de la République et à peu près tous les services de renseignement qui vont essayer de savoir ce qui se dit en temps réel, et ben ces gens-là utilisent les outils les plus pointus. Comment créer le Tails dans une clé USB? Je vous conseille d'aller sur le site de Tails. Ça va vous prendre une petite heure quand même, hein, c'est pas simple. Le site de Tails s'appelle Tailsboom, je crois, le site web. Et ils vont vous expliquer étape après étape, en fonction de l'ordinateur que vous avez, de la clé USB que vous avez, comment il faut resetter il faut j'ai oublié les mots, mais reset sa clé USB. Ensuite, il faut installer le logiciel et ensuite, il faut le booter sur n'importe quel ordinateur en faisant une petite manip au début. Et voilà. Alors, si vous êtes vraiment dans des pays à risque, je vous conseille d'investir un peu de temps pour vous former sur Tails. Voilà. Il y a une question de Gimby qui demande comment créer le TL dans une clé USB. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un moment, il faut Ah. passer un peu de temps à aller voir sur le site Tailsboom, qui va vous expliquer comment le faire. Il y a des tutoriels qui sont très bien faits pour les journalistes d'ailleurs. À l'origine, ça a été créé plus ou moins pour ça, et pour la liberté d'expression. Et alors bon, c'est aussi utilisé par les vendeurs de drogue, hein. Mais c'est bien d'investir un peu de temps pour s'auto-former sur ce sujet-là. Très bonne question de Moursalou qui dit quelles sont les caractéristiques d'un mot de passe sûr. Un mot de passe sûr va être un mot de passe. Alors c'est très facile à dire, c'est difficile à faire parce on a tous envie de réutiliser les anciens mots de passe. C'est un mot de passe qui est long, qui inclut des chiffres et des caractères spéciaux et des majuscules. Et je vous conseille de ne pas faire un mot de passe, mais faire une phrase de passe. Donc, je crois que on avait une personne du Sénégal, et ben vous pouvez mettre j'aime le Sénégal, point d'exclamation, virgule, avec une majuscule avec Sénégal, et ce sera probablement plus sécurisé que Toto 32. Voilà. Et quand même vous mettrez Toto 32 et qu'un jour vous devez mettre à jour votre mot de passe, vous allez mettre Toto 33. Des outils de hackers font systématiquement des tests comme ça de proximité probabiliste pour tester des mots de passe qui sont proches. J'ai une question parce que Ouais, c'est pas. Il y a j'écoute. un exemple peut-être d'un confrère qui a vu son mail piraté ou son compte Facebook piraté. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Euh, Quelle est la première chose à faire lorsqu'on remarque qu'on a été piraté ou qu'on s'est fait voler, hacker son mail? Ouais. Donc déjà, normalement, si vous avez suivi toutes les recommandations que je vous ai dit, c'est pas complètement censé arriver, mais on n'est jamais à l'abri. Si ça arrive, il y a des procédures de mail recovery de la part de Google qui sont très bien faites. Vous avez notamment des informations secondaires, c'est-à-dire qu'il faut mettre un deuxième numéro ou un deuxième mail pour, euh, parce que la première chose que va faire le hacker en ayant piraté votre mail, c'est changer votre mail d'identification ou de sauvegarde, de backup, par le sien. Voilà. Donc, mettez un numéro de téléphone, un email.
ce qui permet de récupérer vos moyens de communication plus facilement. Parce que, en fait, pour changer votre mail, si vous avez mis votre numéro, il va vous envoyer un SMS pour vous demander de valider le changement d'email. Donc, ça complexifie le changement d'identifiant pour le hacker. Maintenant, en étape ultime, surtout si vous avez activé la fonction que vous êtes une personne à risque dans Google, une personne exposée, ils vont vous demander d'envoyer, je crois, une photo de votre passeport pour pouvoir réaccéder à votre compte. Mais le mal aura été fait. C'est-à-dire qu'ils auront eu accès à beaucoup d'informations, toute votre vie, vos comptes bancaires potentiellement. Voilà, votre mail, c'est vraiment la clé du château fort, quoi. Nous sommes bientôt à la fin de cette session. Il y a encore quelques questions. On va les prendre rapidement et terminer à 14h00 qui fait 15h à Paris. Euh, Là, il y a une pratique actuellement sur les sites Internet qui n'ont pas de modèle économique et qui misent sur la publicité, c'est d'installer par exemple des AdWords où quand vous allez sur ce site-là, vous avez autant de publicités en fait qui surchargent en fait le site Internet. Est-ce que c'est un danger pour les journalistes d'avoir autant de AdWords sur leur site Internet? C'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous avez de ces publicités-là qui viennent, parfois ce sont des AdSense avec Google. Mais est-ce que c'est une bonne pratique pour les journalistes d'avoir ces outils sur leur site Internet? Ça leur permet de monétiser certains contenus. Oui. Alors, la logique, vous me rappellerez qu'il faut que je vous parle aussi des communications téléphoniques. J'ai oublié de vous parler des communications téléphoniques. Mais les AdWords, ça pose la question de la monétisation. Vous parlez des journalistes qui ont des AdWords pour monétiser leur propre Exactement, news, sur hein. leur site D'accord. Internet. Alors, je sais que la vie de journaliste n'est pas toujours facile d'un point de vue monétaire, hein, et effectivement, mettre des AdWords, c'est une bonne chose. Vérifiez ce que vous autorisez comme type de publicité, mais pour moi, c'est une bonne façon de survivre quand on est journaliste. Donc, c'est pas si grave, d'autant plus que les AdWords, les publicités poussées par des régies. Mais Vous parfois, voulez il y a dire quoi? des publicités indésirables, des pop-up qui remplissent en fait le site. Oui, et c'est pour ça qu'il faut utiliser des régies qui soient connues et reconnues, donc Google par exemple ou autre. Si vous allez sur Tor, chercher des régies qui vont bah là, vous allez vous retrouver avec des pubs pour du porno qui vont installer des malwares chez vos lecteurs. Donc, il faut vraiment utiliser des régies qui peut-être paieront peut-être un petit peu moins, mais qui vont pas installer des malwares chez vos lecteurs. Et il y a une autre tendance, quand on parle de la vie monétaire et économique des journalistes, qui est des agences malveillantes de publicité ou de relations publiques qui vont vous contacter pour faire des partenariats, pour que vous poussiez des médias et des informations. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre hybride à travers le monde. Et on sait que certains États euh, vont avoir des actions offensives vers certains journalistes pour leur pousser de l'information et les manipuler en échange d'argent. Et certains autres, et parfois, s'ils refusent, ils veulent même avoir des menaces. Voilà. Ayez en tête que c'est quelque chose qui existe, qui est extrêmement courant. Et dans ce cas-là, je vous recommande de contacter des sociétés qui pourraient vous aider à vous protéger de ça, ou même certaines autorités qui pourraient vous aider. Mais c'est vrai que c'est très courant chez les journalistes et je pense il y a quelque chose à développer là pour aider les journalistes qui peuvent être effectivement sous attaque hybride de manipulation, voire de coercition parfois. Voilà. Il nous reste encore 4 minutes. Une question sur Facebook. Est-ce qu'on peut avoir une liste d'applications sécurisées numériques pour les journalistes? Bah là, je vous en ai donné pas Beaucoup. mal quand même. Là, je vous en ai donné pas mal. Là. Moi, il y en a une dernière que je j'ai pas dit, qui est la téléphonie. Alors sur la téléphonie, parce que là, je vous ai parlé des mails, je vous ai parlé du Drive, donc Proton Drive, Proton Mail. Je vous ai parlé des messageries, Allvid. Je vous ai parlé des VPN. Je vous ai parlé des navigateurs Internet. Je vous ai parlé des les trucs de
de mots de passe, les logiciels de gestion de mots de passe. Mais effectivement, pour la téléphonie, en fait, paradoxalement, on passe beaucoup de temps à parler avec les gens. Sachez que le téléphone, dans n'importe quel pays, et tous les pays surveillent leur propre ligne téléphonique. Et voir certains pays vont pouvoir capter certaines lignes téléphoniques pour même à l'extérieur pouvoir lire, capter les informations de certaines personnes téléphoniques. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la téléphonie de certains logiciels, comme je sais que de Signal, on peut téléphoner, WhatsApp, on peut téléphoner, et Olvid, on peut téléphoner, d'ailleurs, c'est payant. Pour Olvid, c'est la seule fonction payante, d'ailleurs, c'est la téléphonie. Mais sachez c'est surveillé par certains États. Et donc, il faut pouvoir utiliser des applications. Voilà, par exemple, dans certains États comme au Moyen-Orient, certains pays interdisent WhatsApp parce que c'est plus compliqué pour eux de surveiller la téléphonie WhatsApp. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, un conseil, la téléphonie Signal pourrait bien marcher. La téléphonie Olvid, si vous êtes encore très surveillé, sera encore plus sérieuse, quoi. Je lis nos téléphones sont volés. Que faire parce qu'on a l'impression, voilà. Est-ce qu'une connexion privée sur Google, par exemple, peut sécuriser celui qui se connecte? Une connexion privée sur Google. Alors, je vois pas ce qu'est une connexion privée sur Google. Je suis désolé. Voilà. Donc, je j'ai pas d'autres. Vous avez d'autres questions Oui, j'ai aussi? une question d'une consoeur qui demande que faire lorsqu'on a l'impression que le mail est utilisé par une autre personne au même moment que vous. Elle explique l'authentification à deux facteurs activés, mais je constate que j'ai perdu plusieurs mails sans explication. Vous avez un journal de log dans Google qui vous permet d'aller voir euh, qui et quand votre email a été accédé. C'est ce qui vous permet de voir, de vérifier s'il y a quelque chose de bizarre ou voilà. C'est bien de se poser la question pour le coup. Je félicite votre consoeur qui se pose la question. Pareil, quand vous recevez un mail et vous cliquez sur un lien, posez-vous toujours la question, est-ce qu'il est sain ou est-ce qu'il n'est pas sain? J'ignore si nous avons encore des questions non répondues, mais pour ma part, j'aimerais vous demander quels sont les antivirus. Encore une fois, peut-être que vous recommanderez aux confrères. Et un collègue avait demandé à savoir comment faire pour savoir qu'on est surveillé. C'est très difficile de le savoir. Et moi, encore une fois, je voudrais aussi savoir je crois avoir vu sur le blog d'Edward Snowden un article qu'il a partagé dans lequel il dit quand il achète un nouveau téléphone, la première chose qu'il fait, c'est de démonter le téléphone et d'enlever les puces qui sont insérées dedans pour l'écouter. Quelle est pour vous la meilleure habitude? Souvent, quand on achète un téléphone, on est tout content, mais on ne sait pas en fait, on n'est pas tout à fait conscient des risques de vulnérabilité en fait que le téléphone emporte ou peut comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Peut-être à la fin de cette session, est-ce qu'il faut aller sur Euh, son moteur de recherche, télécharger un logiciel particulier. Qu'est-ce que vous pensez en fait comme dernier alors, conseil à partager avec le confrère? un antivirus toujours bon à installer, mais installer un antivirus d'une marque très connue, voilà, sachant que Kaspersky est peut-être un peu plus compliqué que les autres, donc prenez peut-être une autre marque, mais allez chercher un antivirus connu. Edward Snowden est probablement, avec le patron de la CIA, les personnes qui sont les plus surveillées au monde. Donc, vous allez avoir du mal à rivaliser sur son threat model à lui. Mais là, ce dont parle Edward Snowden, c'est des espions qui ont eu accès physique à Ouais. son matériel. Et ce qui est vrai, c'est ne vous séparez jamais de votre téléphone ou de votre ordinateur quand vous êtes dans des endroits dangereux, parce que installer un logiciel est plus compliqué à distance, est plus compliqué que si un acteur malveillant a accès directement à votre téléphone ou à votre ordinateur. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, quand vous passez les douanes, l'immigration, éteignez votre ordinateur, éteignez votre téléphone complètement. Ça va être un peu plus compliqué à installer un malware dessus. Mais c'est vrai que si la personne a accès physique à votre device, globalement, vous allez perdre. C'est ma dernière question, Monsieur Kirodi, ma toute dernière. Elle était censée être posée au second intervenant, Monsieur Damien Bancal, qui malheureusement ne s'est pas présenté. C'est lui qui disait dans une interview que il n'y a
il n'y a pas de génie chez les pirates, qu'il n'y a aucun pirate qui soit un génie, il n'y a pas de hacker qui soit un génie. J'ai trouvé un peu cette déclaration un peu, je sais pas, mais je m'attendais quand même à le poser la question de savoir pourquoi il estime qu'il n'y a pas de génie chez les pirates ni chez les hackers. Est-ce que c'est là, vous partagez cette conception Je Damien? ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que il y a beaucoup de génie, presque parfois artistique, chez un hacker. En fait, le terme hacker, au sens américain du terme, veut dire la personne qui va, s'il n'arrive pas à rentrer par la porte, va rentrer par la fenêtre. Quelqu'un qui a une logique de se dire, je vais utiliser un outil de façon déviée pour l'utiliser et faire autre chose. Et je trouve que ça a toujours un côté charmant et génie, mais génie du mal. Ça dépend comment vous utilisez vos compétences. Si c'est pour créer un outil qui va sécuriser la planète, qui va permettre aux journalistes de faire leur travail de façon sécurisée, c'est top. Si c'est les mêmes compétences qui servent à espionner un journaliste pour le faire attraper, le donner aux autorités et qu'il soit battu ou emprisonné, c'est pas bien. Voilà. Donc, par contre, d'un point de vue purement intellectuel, les méthodes évoluent toujours. Ce que je vous raconte là aujourd'hui sera faux dans 2 ans, parce que des nouvelles méthodes vont être inventées par les hackers et il faut toujours se tenir à jour. Voilà. Et moi, je trouve que moi, je me suis formé en fait en allant dans des conférences de hackers, dans des conférences aussi industrielles de la cybersécurité, mais je suis allé à des conférences de hackers et j'ai appris énormément de choses de ces gens-là. Quand vous voulez défendre, faut connaître la première règle en militaire, c'est de connaître son attaquant. Et donc, il faut aller voir ces hackers. Et quelque part, je ne suis pas d'accord avec l'utilité qu'ils font de leur génie, mais je trouve que dans la façon dont ils opèrent, ils inventent leurs méthodes, il y a toujours quelque chose d'astucieux. Voilà. Peut-être pas un génie, mais je vais dire astucieux. J'ai beaucoup de respect. Merci beaucoup, Monsieur Erwan Kéroudi, pour ces conseils, ces nombreux conseils, ces recommandations en fait aux confrères. Merci pour votre disponibilité. Encore une fois, vous êtes en déplacement, mais vous avez tenu à participer à cette session. Je vous dis vraiment du fond du cœur. Merci et merci également aux confrères, aux consoeurs qui nous ont suivis depuis le début, à ces milliers de journalistes qui sont membres de notre groupe privé sur Facebook qui ont également suivi cette session et posé énormément de questions. Merci encore une fois. C'était une session très intéressante. L'enjeu de la sécurité est vraiment crucial pour nous, journalistes, et on ne peut que vous remercier encore une fois, Monsieur Erwan, pour ce conseil. Je vois que vous avez la main levée. Oui, vous me permettez de dire un dernier mot? Bien sûr, allez. Je trouve que le travail de journaliste est un des plus beaux métiers du monde, qui permet en fait à l'information, la vraie information, à la vérité de se propager. Et avec toutes les menaces sur les fake news, si ça vous intéresse, on pourra parler des fake news une autre fois parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et des informations. Vous avez un rôle important dans la stabilité du monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tenais à tout prix à faire ce webinaire alors que j'ai des obligations ici, parce que je pense que vous avez un rôle dans la société pour faire évoluer la société dans le bon sens. Donc, bon courage à vous. Je sais que votre métier n'est pas toujours facile. Et si vous voulez me connecter sur LinkedIn, n'hésitez pas, Erwan Kirodi. Et je serai ravi de me connecter avec vous. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et on pourra continuer et ces échanges si vous avez des questions complémentaires. On espère vivement vous inviter pour des échanges complémentaires, pour une autre session à l'avenir, parler des fake news, comme vous le dites, c'est un sujet aussi très intéressant. En tout cas, merci encore, merci du fond du cœur pour votre disponibilité. Ce webinaire a été vraiment riche et bénéfique pour la plupart des confrères qui l'ont suivi. C'est ici que je découvre aussi, par exemple, Olvid, que je ne connaissais pas, avec toute la littérature que je fais un peu sur la sécurité numérique et tout. Merci sincèrement pour votre temps et merci aux confrères aussi qui sont restés jusqu'à la fin. On vous souhaite une bonne fin de journée, euh, de, une belle journée, bonne fin de journée à ceux qui sont déjà dans l'après-midi chez eux. À nous revoir pour une autre session. Merci encore et pour ceux qui l'ont raté, le webinaire sera disponible sur YouTube, sur la page du Réseau international des journalistes, qui est une organisation aussi fondée par l'ICMG. Merci et au revoir.